Il a tout d'un organe important de notre corps, celui qu'on appelait de façon peut-être un peu ringarde la flore intestinale, est bien décrite aujourd'hui sous le nom de microbiote, un organe aux multiples localisations avec ses forces et ses faiblesses. Alors le plus connu, bien évidemment, c'est le microbiote intestinal qui va veiller sur à la fois votre bonne santé, mais aussi la bonne santé de votre digestion. Mais il y en a d'autres, microbiote cutané, vaginal, pulmonaire. Et avec ce paradoxe quand même extraordinaire, c'est qu'il y a plusieurs milliers, plusieurs milliards de bactéries, de virus, de champignons, et ils ne vont pas être hostiles, ils ne vont pas être agressifs, au contraire, ils vont être bons pour votre santé. Et le rôle du microbiote fait l'objet de multiples recherches, car son mauvais fonctionnement, ce qu'on appelle la dysbiose, est une piste sérieuse pour expliquer certaines maladies digestives, immunitaires, métaboliques ou encore neurologiques. Alors à quoi servent le ou les microbiotes? Quel rôle à la naissance pour l'avenir du bébé? Comment évolue-t-il à la naissance jusqu'à l'âge adulte? Comment expliquer, et ça c'est quand même problématique, comment expliquer que le microbiote puisse intervenir dans des maladies neuropsychiatriques? Enfin, intestin irritable, mauvaise digestion, les bonnes recettes. Nous aurons les réponses de l'un des plus grands spécialistes français du microbiote, le professeur Gabriel Perlemutter. Il dirige le service d'hépatogastroentérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, chercheur à l'INSERM et auteur de ce livre « Jeûner en mangeant » aux éditions Flammarion. Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez ou vous regardez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Gabriel Perlemutter, bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer de faire connaissance un petit peu avec ces microbiotes. Pourquoi est-ce qu'on a tendance aujourd'hui à parler d'organes? Parce que c'est un peu surprenant pour des bactéries. C'est vrai, alors c'est surprenant et pas surprenant à la fois. C'est surprenant parce que les microbes, les micro-organismes, les bactéries, les champignons, les virus, tout ça, c'est pas un organe. Mais comme tous ces micro-organismes qui sont en nous sont extrêmement importants, si on les mettait tous ensemble, ça ferait de l'ordre d'1,5 kg, le poids du foie, qui est un de mes organes préférés. Et du fait des multiples fonctions de tous ces micro-organismes, pour se donner une image de l'importance, on parle d'un organe. En termes anatomiques, ce n'est pas un organe. En termes fonctionnels, c'est un organe et ça permet d'avoir une certaine vision de toutes les propriétés du microbiote qu'on porte en nous. Donc c'est des micro-organismes, des virus, des bactéries, des champignons. Certains disent que ça pèse entre 1,5 kg et 2 kg. C'est vrai ou c'est faux? Alors si vous en faisiez un pâté, effectivement, ça peserait 1,5 kg environ. La répartition de tous ces micro-organismes est inégale. Par exemple, pour le tube digestif, plus vous descendez de la bouche vers l'anus, plus il y en a. La quantité dépend des conditions par lesquelles toutes ces bactéries peuvent pousser en fonction de la concentration en oxygène, en fonction du degré d'acidité, du pH, mais aussi sur la peau, en fonction de là où il y a des poils, là où il n'y a pas de poils, là où on transpire, là où on ne transpire pas. Tout ça fait que les bactéries que vous avez vont être différentes et pourront avoir des propriétés différentes. On connaît mieux aujourd'hui, en 2025, les bactéries que les virus, mais il n'y a pas que des bactéries, on parle de microbiote, c'est tous les micro-organismes. Alors qu'est-ce qui va influencer ce microbiote? Est-ce que d'abord on a tous le même microbiote? Alors non, ça revient à dire, est-ce qu'on a tous le même ADN? Donc on a tous un ADN qui se ressemble, mais comme on est tous une personne singulière, on a tous un ADN différent. C'est pareil pour les bactéries. On a tous des bactéries différentes avec des propriétés qui vont être semblables et des propriétés qui vont être différentes. Ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que l'alimentation est extrêmement importante, une fois que notre microbiote est installé, ce qui va le plus le modifier, ce n'est pas tous les compléments alimentaires qu'on peut prendre, c'est vraiment notre alimentation qui va avoir le plus grand rôle sur les modifications non seulement de la nature des bactéries qu'on va avoir en nous, de leur profil, mais également de leurs propriétés. D'où l'importance pour avoir un microbiote en bonne santé, qui nous rend en bonne santé, d'avoir une bonne alimentation qui va lui être profitable. La naissance aussi influe? Alors la naissance, tout influe sur le microbiote. Avant que le microbiote s'installe, le mode de délivrance, c'est-à-dire s'il y a une délivrance par la voie naturelle, par la voie vaginale ou
par césarienne va avoir un impact sur la nature du microbiote qui va s'implanter. Le mode d'alimentation, à nouveau, de l'enfant, si c'est un lait artificiel qui va lui donner à la tétine, ne va pas avoir la même influence que si c'est le lait maternel, avec d'une part les propriétés intrinsèques du lait maternel, mais également le réflexe de succion où l'enfant va... Donc c'est quand même mieux le lait maternel. Donc le lait maternel va avoir, donc le réflexe de succion, je disais, de l'enfant par rapport à la peau de la maman, et effectivement, une alimentation par le lait maternel va être plus profitable par rapport à une alimentation artificielle. Et c'est la raison pour laquelle les fabricants de lait artificiel tentent de se rapprocher le plus possible du lait maternel. Ensuite, au moment de la diversification alimentaire, ce sont des périodes charnières très particulières. On le connaît bien dans des modèles animaux, mais il n'y a pas de raison que ce soit si différent chez nos enfants. Au moment charnière de la diversification alimentaire, il va y avoir une immunité qui va être différente. Et si à ces moments cruciaux de transition, il y a des prises de médicaments qui peuvent modifier le microbiote de l'enfant, comme par exemple des médicaments qui... Oui, mais, des antibiotiques, effectivement, mais des médicaments qui vont modifier l'acidité de l'estomac, par exemple, en cas de reflux, eh bien, à ces périodes particulières, charnières, il est possible que ça ait un impact sur le microbiote qui va accompagner l'enfant puis l'adulte qui aura eu ou pas ce traitement. Est-il vrai que le microbiote est adulte à 3 ou 5 ans ? Il est vrai qu'on parle, pour avoir un contron, on donne une image de 1000 jours clés. Oui. 1000 jours clés, c'est 3 ans de vie et puis le dernier trimestre de la grossesse. Et on considère qu'après 3 années de vie, effectivement, le microbiote va avoir le profil qui va se poursuivre au cours de la vie adulte et qu'il va être beaucoup plus difficile de le modifier par la suite. Il va être modifié, comme on le disait, par l'alimentation et puis possiblement dans les tout derniers moments, les derniers mois ou années de la vie, où là, il va avoir un profil plus pro-inflammatoire qui va apparaître. Alors, quand on dit en fait qu'on est malade de son microbiote, on parle de dysbiose, c'est le terme un peu technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le microbiote, il est pauvre en qualité, en quantité, qu'il a été transformé, qu'il a été agressé? Alors, quand on dit qu'on est malade de son microbiote, déjà, c'est une image qu'on se fait. On a l'image qu'on a un microbiote pourri, en fait. Les bactéries, c'est pourri, il y a des putréfactions qui se font, et donc on se donne une image et on se sent malade, enflammé. Ou l'image d'une forêt qu'on aurait pulvérisée de pesticides ou... Oui, par exemple, on peut prendre cette image-là, on peut prendre beaucoup d'images. En tout cas, il est vrai que quand on a un microbiote, au moins intestinal, qui perd en diversité du fait d'une alimentation qui ne l'enrichit pas assez, cette perte en diversité va avoir des conséquences sur le microbiote lui-même, sur ce que va fabriquer le microbiote et va possiblement avoir un effet néfaste sur notre santé avec un profil plutôt pro-inflammatoire qui peut favoriser, être à l'origine de certaines maladies. Par exemple, comme vous le disiez, les colites inflammatoires, pour moi qui suis hépatologue, les maladies du foie, ou qui suis nutritionniste, les maladies métaboliques. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec des maladies neurologiques, peut-être comme la sclérose en plaques. Certains m'ont aussi montré un rôle du microbiote peut-être dans la maladie de Parkinson. On peut aller plus loin aussi dans les troubles anxieux. Donc, vraiment que ça joue un tel rôle central que sur toutes les maladies, on peut imaginer un rôle du microbiote, ce qui a même été démontré scientifiquement. C'est ce que j'allais vous demander. C'est établi aujourd'hui ou c'est des soupçons forts? Les deux. Dans des modèles animaux, c'est établi. Chez l'homme, vous pouvez le voir de deux façons. Soit vous dites l'homme ressemble plus à une souris qu'à une méduse, et dans ce cas-là, on peut translater à l'homme ce qui a été montré chez la souris. Soit vous pouvez dire l'homme n'est pas une souris, et ce qu'on a montré chez la souris n'est pas forcément applicable à l'homme. Quoi qu'il en soit, le microbiote tout seul n'est pas forcément à l'origine d'une maladie. Tout ça, on dit qu'on est un holobionte, pour holo, tous. Tout est bionte, bios, la vie, on est toute la vie, on est un supra-organisme. Et donc, quand une maladie apparaît, c'est d'une part nous-mêmes et d'autre part nos bactéries. Il va y avoir des interactions qui vont se faire, qui vont faire que, malheureusement,
un jour, une maladie va apparaître. Alors, on comprend bien que pour le tube digestif, ça soit logique. Vous parliez du foie. Quelle connexion, en fait, avec ce microbiote intestinal, ou pas? Alors, pour le foie, c'est également très logique. Tout ce que on met dans le tube digestif va être en contact de nos bactéries. Et puis ensuite, par les voies anatomiques, ça va être digéré, ça va être transformé. Ça va passer dans la circulation sanguine, tout ce qu'il y a dans le tube digestif. Et puis, il faut imaginer le foie qui est sous les côtes, à droite, un peu comme un entonnoir où tout ce qu'on met sur le tube digestif va se retrouver par une veine qu'on appelle la veine porte. Et donc, tout ce qui va passer par le tube digestif, alimentation, bactéries, ce que produisent les bactéries, va se retrouver au niveau du foie comme matière première. Le foie, comme une usine, va recevoir tout ce qui est dans cette veine qui fait entonnoir et va tout transformer comme une usine en produit fini. Et donc, vous pouvez avoir au niveau de cette veine porte qui amène ce qu'il y a dans le tube digestif au foie, soit directement des dérivés bactériens qui vont entraîner une inflammation. C'est ce qu'on peut voir quand certains de mes patients parlent d'intestin poreux, où ils se font une image d'un gruyère. Et là, par exemple, autant chez une souris, c'est très fréquent, l'intestin poreux. Chez la femme ou l'homme, c'est beaucoup plus rare. Et donc, si l'intestin est trop perméable, des composés bactériens pro-inflammatoires peuvent arriver au niveau du foie, qui va les combattre, ou pas. Mais indépendamment de cette hypothétique augmentation de la perméabilité intestinale, les bactéries peuvent produire des composés qu'on appelle des métabolites, qui vont aussi passer au niveau de la circulation sanguine, arriver au foie, qui va les redistribuer à tout l'organisme. Et par conséquent, indépendamment d'une augmentation de la perméabilité intestinale, du fait de ce qu'il y a dans le tube digestif et de la redistribution par le foie au niveau de l'organisme, tout ça va interagir avec le microbiote intestinal. Je voudrais qu'on revienne sur l'alimentation. Vous avez dit donc 1000 premiers jours de vie, et après on a un microbiote bien formé. À quel point on peut influer sur son microbiote? Quels sont ses meilleurs amis? Les fruits, les légumes, tout ce qui est sain est forcément bon pour le microbiote? Alors, pour être simple, oui, tout ce qui est sain est forcément bon pour le microbiote. Qu'est-ce qu'il aime le plus? On dit les aliments fermentés, par exemple. Alors, il y a plusieurs choses. Les aliments fermentés, vous apportez déjà des bactéries. Les aliments fermentés, la choucroute, le kéfir, qui est très tendance, très à la mode. Mais vous avez aussi les alcools, qui sont des aliments fermentés, qui sont moins bons. Le saucisson, qui est un aliment fermenté, qui est moins bon aussi. Donc, il ne faut pas faire un amalgame de tout ce qu'on dit. Là, vous n'apportez pas à manger à vos bactéries, vous apportez directement des bactéries ou des levures. Et ça ne va pas avoir le même impact que si vous apportez à manger à vos propres bactéries. Avec des fibres? Avec des fibres. Par exemple, imaginez que vous ayez une salle de cinéma qui est pleine. Et puis, vous apportez ce qu'il y a dans notre tube digestif. Vous apportez, avec vos aliments fermentés, d'autres bactéries. Elles vont se retrouver dans la salle de cinéma, elles n'auront pas de place pour s'asseoir. Et donc, elles vont faire leur boulot. Et puis elles vont repartir. C'est les vôtres qui vont rester. Alors que, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre d'aliments fermentés, je dis qu'il y a une certaine limite scientifique probable à l'efficacité des aliments fermentés. Il faudra en prendre tout le temps. En ce qui concerne l'amélioration de notre propre microbiote, c'est à apporter à nos propres bactéries les aliments dont elles raffolent. L'alimentation de nos bactéries, c'est ce que nous-mêmes, on ne digère pas. Et ce sont les fibres. Et les fibres, vous pouvez les retrouver, ce qu'on appelle les prébiotiques, c'est-à-dire les aliments de nos propres bactéries. Par exemple, dans la pectine qu'on peut trouver dans la peau des pommes. Donc les pommes, c'est très bon pour la santé. Vous pouvez trouver aussi des aliments qui sont bons pour la santé, de l'inuline, par exemple, dans ail, échalote, oignon, et de façon plus générale dans les légumes, dans les brocolis, dans les choux dont on a parlé, par exemple, les aliments fermentés pour la choucroute. Et de façon plus les champignons, les aubergines, et puis on peut aller plus loin dans les légumes. Vous pouvez avoir des courgettes, des épinards, des haricots verts. Et donc, quand vous apportez tous ces aliments-là, d'une part, vous allez protéger notre planète par rapport à des aliments transformés, par rapport à la viande, et d'autre part, vous allez faire plaisir à nos bactéries qui vont bien vous le rendre en essayant de vous garder le plus longtemps possible en bonne santé. Je voulais revenir aussi sur les maladies. Est-ce qu'en fin de compte, le microbiote joue un rôle dans l'obésité?
C'est-à-dire, est-ce qu'en fin de compte, c'est un dérèglement du microbiote qui fait que les aliments sont plus facilement absorbés, ou est-ce qu'il y a un rôle indirect par les substances que vous évoquiez, c'est-à-dire qui sont sécrétées par le microbiote? Alors, en fait, quand on parle des bactéries, faut imaginer, de notre santé, il faut imaginer ça comme un cercle, en fait. Il n'y a pas vraiment on n'arrive pas à identifier le début. L'obésité, les bactéries, oui, vont jouer un rôle dans l'obésité. Elles vont jouer un rôle, par exemple, en extrayant plus de calories d'une même alimentation. Elles vont jouer un rôle en fabriquant des composés plutôt pro-inflammatoires, au moins de composés anti-inflammatoires. Elles vont jouer un rôle dans la résistance à l'insuline. Nous, on l'a bien montré, elles vont jouer un rôle dans la genèse de l'accumulation de graisse dans le foie, qu'on appelle une stéatose. Et inversement, quand on développe une obésité, on a une alimentation qui n'est pas assez riche en fibres, comme l'alimentation de type occidental, qui est trop riche en sucre, en glucides, qui est trop riche en graisse, en mauvaise graisse. Et ce type d'alimentation va impacter de façon néfaste le microbiote, qui en retour va impacter de façon néfaste le métabolisme. Et donc oui, le microbiote joue un rôle dans la genèse des troubles métaboliques et de l'obésité. Et après, c'est le chat qui se mord la queue, c'est le cercle vicieux infernal où tout s'emballe et on est obèse, on a un mauvais microbiote qui rend obèse, qui rend un mauvais microbiote. Et c'est très, très compliqué de rompre ce cercle vicieux. Vous diriez que quels sont les pires ennemis du microbiote? Vous avez parlé du sucre, du gras. Alors, dire aujourd'hui. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, c'est pas le sucre, c'est quel type de sucre. Vous avez des sucres qui... les fibres, c'est du sucre aussi. Donc, c'est les sucres, on dit à index glycémique élevé, par exemple. C'est en excès le fructose qu'on trouve dans les jus de fruits. Dans les graisses, ce sont les graisses plutôt saturées qu'on peut trouver dans la viande. Mais si vous prenez par exemple des graisses monopolyinsaturées comme ce qu'on peut trouver dans les oléagineux, les amandes, les noix, dans l'huile d'olive, ça va plutôt avoir un effet bénéfique. Donc globalement, tout ce qui est alimentation transformée. Donc globalement, globalement, tout ce qui est alimentation transformée de type occidental va avoir un effet néfaste sur le microbiote, pour être simple, oui. Et les médicaments? Alors les médicaments, ça dépend. Vous avez des médicaments qui peuvent avoir un effet bénéfique sur le microbiote. Par exemple, quand à une personne qui a un diabète, on donne de la metformine, ça va avoir un effet bénéfique sur le microbiote, ça va mimer l'effet de certaines bactéries bénéfiques. Et vous avez des médicaments qui vont avoir un effet néfaste sur le microbiote. Par exemple, quand vous prenez des antibiotiques qui ne sont pas adaptés, vous aurez un effet délétère sur le microbiote. Quand vous prenez des médicaments qui vont modifier l'acidité de l'estomac, vous allez rompre la barrière acide qui permet aux bactéries qu'il y a dans la bouche de ne pas se rendre dans l'intestin. Et donc, vous allez avoir des translocations bactériennes qui vont avoir lieu. Et ces médicaments-là peuvent avoir un effet néfaste. Je voudrais mettre un bémol à cet effet néfaste. Tout dépend comment on le prend, quand est-ce qu'on le prend. Quand vous avez une infection, il serait une infection en particulier sévère, stupide de ne pas prendre un antibiotique et avoir une infection grave avec une greffe de bactéries au niveau du cœur ou ce qu'on appelle des métastases septiques. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre. Je dis en revanche qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques quand c'est une maladie virale ou quand ça traîne un peu parce que notre organisme peut se défendre et ça peut passer tout seul. Donc il faut, d'une part, par facilité, le médecin peut prescrire trop rapidement des antibiotiques, mais inversement, et je le vis alors que je connais vraiment bien le microbiote, je vois de façon régulière des personnes qui me disent « je ne vais pas bien, ça traîne, allez, prescrivez-moi un antibiotique, ça ira plus vite ». Donc c'est vraiment des deux côtés une certaine pression qui se fait pour prescrire des antibiotiques. Et de même, quand on a un problème d'œsophage, une inflammation de l'œsophage, il serait stupide de ne pas prendre un médicament qui diminue l'acidité de l'estomac. Mais il serait aussi stupide de le prendre toute la vie si on n'en a pas besoin. Donc, tout est une question de mesure dans l'utilisation des médicaments. De balance bénéfice-risque. Absolument. Alors, pour terminer, je voudrais qu'on fasse une petite explication de texte sur les prébiotiques, oui, les probiotiques et les postbiotiques. Est-ce que ça peut avoir un intérêt d'en acheter ou pas, parce que ça coûte cher? Alors, oui, tout ça, ça coûte cher, c'est un vrai marché.
Les prébiotiques, c'est quoi? Les prébiotiques, ce sont les aliments de nos bactéries, ce que nos bactéries mangent. Par exemple, nous, on débute un essai thérapeutique sur est-ce qu'enrichir une alimentation en prébiotiques chez nos patients qui ont une addiction à l'alcool va diminuer leur addiction et va améliorer leur foie. Il y a une véritable logique à faire ça, d'autant plus que les personnes qui ont des problèmes de foie ont souvent une alimentation trop pauvre en fibres. Et donc, quelque part, les prébiotiques, c'est une supplémentation en fibres. Les probiotiques, ce sont des bactéries qui peuvent avoir un effet bénéfique sur notre santé. Il y en a dans le yaourt, il y en a dans les compléments alimentaires. Chez certaines personnes, les probiotiques peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé. Le niveau de preuve des études n'est pas très important parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont modifier potentiellement l'effet des probiotiques, mais ça peut avoir un effet bénéfique sur la santé. Et les métabolites, qui avant étaient plutôt appelés des postbiotiques, c'est ce que produisent nos bactéries, qui peuvent aussi avoir un effet bénéfique sur notre santé. Et il y a des postbiotiques que les hépatologues utilisent très souvent, l'acide urso-désoxycholique. Ça, il y en a dans l'alimentation ou il faut... Alors ça, les postbiotiques... non, c'est plutôt fabriqué par nos bactéries, donc il n'y en a pas vraiment dans l'alimentation. Mais quand vous mangez des prébiotiques ou des fibres, vous allez faire fabriquer par vos bactéries des postbiotiques. Donc, si on va dans une pharmacie, une parapharmacie, est-ce qu'il y a un intérêt? Et quand est-ce qu'il y a un intérêt à essayer? Parce que vous avez dit que le niveau de preuve était variable et que ce n'était pas chez tout le monde. J'avais vu qu'après, par exemple, une cure d'antibiotiques, ça pouvait avoir un intérêt pour limiter les troubles digestifs. Alors, pour prévenir les infections liées à des sélections bactériennes, quand on prend des antibiotiques, il y a un champignon qui est fort sympathique, qui s'appelle Saccharomyces boulardii, qui a montré un effet bénéfique quant à la prévention des complications liées aux antibiotiques. Et puis, dans ce que racontaient... je ne dirais pas les grands-mères, mais les arrière-arrière-grands-mères, vu qu'on est en 2025, c'est la consommation de yaourt qui a une certaine logique quand on prend des antibiotiques aussi, puisqu'il y a des probiotiques dans le yaourt, pour se protéger. Vous avez d'autres probiotiques qui pourraient possiblement avoir un effet bénéfique dans le syndrome de l'intestin irritable. Si on veut translater ce qui est montré chez la souris par rapport à l'homme, vous avez certains métabolites qui peuvent avoir un effet bénéfique. J'en prescris régulièrement en fonction des patients. Il y a des études qui ont montré que certains probiotiques peuvent avoir un effet dans le niveau d'anxiété. Pourquoi ne pas tester un probiotique plutôt que se réfugier trop vite dans des médicaments qui peuvent avoir des effets indésirables ou une accoutumance? Un mois, vous dites, ou quelle durée? 15 jours, 3 semaines, un mois. S'il n'y a pas d'effet en 15 jours, 3 semaines, je pense qu'il faut arrêter. Gabriel Perlmutter, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je rappelle votre dernier livre, Jeûner en mangeant, aux éditions Flammarion. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous.